Bonjour, chers étudiants. Alors aujourd'hui, on va examiner un texte très intéressant, un texte de Jean-Jacques Woudenberger, qui est un philosophe français contemporain qui s'est beaucoup intéressé ou qui s'intéresse beaucoup aux représentations sociales. Donc, son discours est proche un peu de l'histoire et de l'anthropologie. C'est aussi un texte intéressant, entre autres parce il date de 2004. Et depuis ce temps-là, il y a quand même des choses qui ont évolué ou changé et qui sont absentes dans le texte, même si le texte fait vraiment le tour des grandes questions qui touchent l'éthique sexuelle. Donc, on va l'examiner ensemble aujourd'hui. Vous avez un travail à faire d'analyse de ce texte-là. Et donc, vous pouvez vous inspirer bien sûr des diapositives, mais il faudrait lire le texte. On va examiner aussi ce texte en classe en ligne. Donc, si on regarde comme tel le texte de Unenberger, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va, il va faire la distinction entre la morale et l'éthique, qui est une distinction très semblable à celle qu'on a faite au dernier cours. Donc, ça va nous permettre de faire un petit retour sur cette terminologie-là. Donc, la morale elle-même, comme le dit l'auteur, elle est liée à des représentations, à des valeurs collectives. Lui, son texte, il s'appelle Morale sexuelle. Donc, il va beaucoup parler des jugements qu'on retrouve dans la société, dans la culture. OK? Et parfois, il va donner son opinion. Mais son opinion, on ne doit pas toujours la confondre avec la morale ou avec les jugements qu'il propose. OK? Donc, il propose souvent des jugements qu'on retrouve dans la société, dans la culture. Et ensuite, il va souvent prendre une position là, dans plusieurs situations. OK? Mais en tout cas, lorsqu'il parle de la morale, ben, il va dire qu'au fond, la morale, elle est relativement instituée, c'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs et de normes qui sont collectives, donc qui sont partagées. Et au fond, la morale va prendre deux formes, et ça fait encore un retour avec notre cours de la semaine passée, c'est-à-dire qu'elle va prendre la forme dans une société d'interdits juridico-éthiques, OK? Et aussi d'une morale positive dans chaque société. Maintenant, cette morale-là, elle est ouverte à la critique. Et lorsqu'on va faire de l'éthique, on va précisément pouvoir critiquer les morales ou les positions morales qu'on retrouve dans notre société ou dans d'autres sociétés. OK? Lorsqu'on parle d'interdits, on parle de normes morales qui ne sont pas toujours l'équivalent, on l'a vu au dernier cours, de normes éthiques. Les normes éthiques qui se font dans la réciprocité, dans l'universalité, etc., comme on l'a vu au dernier cours. Mais ce sont des normes qui vont, par exemple, pour chaque société, s'enraciner dans quelque chose d'assez fondamental au niveau de l'inconscient, qui vont définir le pur et l'impur, par exemple. De sorte que dans certaines sociétés, il n'était pas trop envisageable, par exemple, dans l'Antiquité, disons que la fellation ou le cunnilingus n'était pas quelque chose qui était considéré comme possible, ou en tout cas pas pour un citoyen, pas pour quelqu'un d'une classe sociale élevée. Euh, Tandis qu'aujourd'hui, il y a eu une normalisation de cette pratique-là. Donc, ce n'est plus interdit ou etc. À certaines époques aussi, par exemple, la sexualité anale était très bien vue. Il y a d'autres moments où elle était très mal vue, par exemple à l'époque chrétienne, où elle était interdite. Et aujourd'hui, ben, elle est permise, en tout cas, elle n'est pas interdite. Donc, la morale sociale, avec ses interdits, vient définir au fond ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans cette société-là. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, là, mais dans certaines régions de l'Inde, quand j'étais allé à la fin des années 90, 90-2000, il était interdit, par exemple, pour un couple non marié de louer une chambre d'hôtel. Bon. Donc, est-ce que c'est justifié? Ben là, il faut réfléchir d'un point de vue éthique pour le déterminer. Mais chaque société impose évidemment des interdits en matière de sexualité. OK? Des interdits qui souvent trouvent, disons, une forme légale, c'est-à-dire qu'on peut aussi être, disons, subir des conséquences légales lorsque on ne respecte pas ces interdits-là. Par exemple, ici, au Canada, on n'a pas le droit, par exemple, la pédophilie est illégale, là, évidemment, pour de très bonnes raisons. Bon, enfin.
OK. Et donc, elle prend aussi dans chaque société la forme d'une morale plus positive. Donc, par exemple, il donne un exemple, là, dans les religions monothéistes, le mariage était vu de façon très positive. Le mariage était considéré comme quelque chose de bien. Si lorsqu'on va voir l'histoire, on va voir que dans l'histoire, il y a eu plusieurs variations. Euh, Par exemple, dans l'Antiquité, le plaisir était bien vu. Pendant l'ère chrétienne, il était mal vu. Mais on peut dire que de façon générale, la sexualité à l'intérieur du mariage a été tolérée et assez bien acceptée dans l'histoire. Mais chaque société aussi va, de façon générale, là, associer une morale positive, là, donc là on est dans la téléologie, là, des valeurs, là, et non des normes, à un certain type de sexualité. Donc va valoriser un certain type de sexualité et va la rendre normale, si on peut dire. Okay? La normaliser. On peut dire que nous, encore aujourd'hui, on a quand même dans nos sociétés une certaine sexualité bien vue. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais il me semble, on pourrait discuter de ça un peu plus tard, que on considère quand même mieux la sexualité comme étant plus positive à l'intérieur d'un couple amoureux et stable, disons, okay, dans notre société. Et dans la plupart des sociétés aussi. Même si, par exemple, aujourd'hui, le mariage a vraiment plus la valeur et l'importance qu'on lui donnait jadis, parce que jadis, c'était une obligation. Okay. L'éthique, elle est plus personnelle, donc elle est liée à la recherche de chacune des personnes qui a à se faire une éthique personnelle. Donc, dans ce cours, vous avez à faire une éthique personnelle en matière de sexualité en comprenant bien les valeurs qui peuvent encadrer cette éthique-là. Et l'objectif de l'article de Wunenberger, c'est précisément d'aller voir quelles sont ces valeurs-là qui sont importantes dans les morales sexuelles et qui peuvent être importantes aussi dans une éthique sexuelle. Donc, en faisant le tour de plusieurs types de problématiques entourant la sexualité et en présentant plusieurs types d'argumentation, Wullenberger va dégager un ensemble de valeurs et de normes qui sont incontournables dans une éthique sexuelle. Qu'est-ce qu'une éthique sexuelle? Bien évidemment, c'est vraiment lié à la recherche personnelle du bien et du mal dans la sexualité. Donc, entourant cette recherche autonome-là de plaisir érotique lié à la stimulation des zones érogènes, on va se faire une éthique qui encadre cette recherche-là de plaisir érotique. Okay? Et donc, souvent, l'éthique va recouper une morale sociale. Donc, on va le voir un peu plus tard dans la session que c'est toujours un peu la société qui donne la norme, c'est-à-dire la normalité. Donc, c'est sûr que notre éthique va normalement croiser l'éthique sociale, la morale sociale. Comme ça ne serait pas envisageable qu'un étudiant, par exemple, me propose une dissertation à la fin de la session où il essaie de justifier le viol dans son éthique personnelle. Non, non, ça, là, ça ne fonctionne pas. Premièrement, le viol n'est pas une action éthique, aucune éthique, parce que toutes les valeurs universelles viennent la condamner, et ce ne serait pas acceptable. Il y a quand même une limite dans l'éthique qui est l'universalité, si on peut dire. Et Wullenberger va parler beaucoup dans son texte de ces limites-là, là, à ne pas dépasser. Okay? Mais évidemment, l'éthique reste toujours personnelle fondamentalement, c'est-à-dire que c'est à chacun de se donner, de se doter de sa propre éthique, surtout dans un monde libre comme nous-mêmes. Et cette éthique-là, elle va veiller au respect, comme on l'a vu au dernier cours, premièrement de la dignité humaine, c'est-à-dire au respect de soi et au respect d'autrui, au respect de la dignité de soi et au respect de la dignité d'autrui, mais aussi à l'estime de soi, à la satisfaction, à l'épanouissement sexuel, c'est-à-dire à la capacité de vivre une sexualité qui est épanouissante. OK. Maintenant, Wullenberger va un peu, on va passer quand même rapidement là-dessus, là, mais il va nous parler de la nécessité d'avoir une telle éthique en comparant la sexualité animale avec la sexualité humaine, et en disant qu'au fond, les êtres humains ont disons, ont un spectre de possibilités sexuelles beaucoup plus grand que les animaux.
La sexualité animale, elle est beaucoup plus déterminée par la nature, si on peut dire, et l'instinct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande diversité dans les comportements sexuels d'une même espèce. Tandis que chez les êtres humains, il y a un choix, il y a des choix qui sont faits. Et donc, on n'est pas simplement dans le déterminisme naturel. On doit choisir, au fond, un peu notre sexualité. C'est une autre façon de dire que les êtres humains ont une plus grande liberté sexuelle et donc qu'ils peuvent avoir des comportements sexuels extrêmement diversifiés. Et lorsqu'on va voir, au fond, l'histoire de la sexualité, on va voir jusqu'à quel point cette diversité-là, elle est grande. OK? Aussi, les êtres humains ont des désirs sexuels qui sont permanents. Il n'y a pas de cycle si clair que ça. Il n'y a pas de période de rut, comme c'est le cas pour la plupart des animaux. Et ça reste pour les êtres humains un comportement conscient, c'est-à-dire un comportement qui peut être conscient et qui doit être conscient. Ce n'est pas un comportement strictement instinctif. OK? Ce qui fait que la sexualité humaine, elle est guidée nécessairement par des repères, des représentations. Et là, il faut lire quelles sont ces représentations-là. C'est une compréhension de soi, une compréhension d'autrui, mais aussi une compréhension de la sexualité et bien sûr de grandes valeurs et de grandes normes. On a besoin d'encadrer notre comportement sexuel à travers des normes et des valeurs pour assurer, au fond, le bien-être de de tout le monde, de tous. Notre bien-être personnel, bien sûr, mais aussi le respect de la dignité des autres. Maintenant, si on regarde comme tel, qu'est-ce qui rend difficile l'éthique sexuelle? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de cas de problèmes d'éthique sexuelle. Par exemple, les gens, les garçons qui mettaient leur organe génital, par exemple, dans un verre, là, dans un drink, ou le non-respect du consentement, ou enfin présenter ses organes sexuels à des gens qui ne veulent pas nécessairement les voir. Des agressions sexuelles, beaucoup de cas d'agressions sexuelles commises par des personnes en situation d'autorité, par exemple. Donc, l'éthique sexuelle, c'est essentiel, mais pourtant, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que l'éthique comme telle, c'est quelque chose qui est lié à la raison, à l'exercice de la raison. OK? Donc, et l'exercice de la raison, c'est l'exercice du contrôle de soi. Or, la sexualité, c'est un domaine où il est parfois plus difficile d'exercer un contrôle sur soi que dans d'autres domaines. Et Wunenberger va nous dire pourquoi. Hein? C'est que, au fond, c'est lié souvent la sexualité à des émotions qui sont issues de l'enfance, n'est-ce pas? Hein? Quand on va voir Freud, on va voir là, que le développement psychosexuel, là, c'est un développement qui implique de grandes difficultés là, pour l'enfant, qui peut impliquer des refoulements, qui peut impliquer toutes sortes l'apparition de toutes sortes de complexes, au fond, qui vont rendre une sexualité libre et une sexualité, disons, que Freud appelle mature, euh, qui va rendre cette sexualité-là très difficile. Et ce qui fait que la sexualité, c'est souvent lié à des idéaux, à une image de soi et d'autrui, à des propensions et des aversions irréfléchies, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par la raison pourquoi on est attiré ou pourquoi on est repoussé par certaines choses. Et donc, on peut facilement tomber même dans la violence. On va voir, la sexualité est un lieu, oui, où il peut y avoir manifestation de l'amour, mais où il peut y avoir aussi beaucoup de manifestations de violence et d'agressivité. Pourquoi? Parce qu'on va toucher l'intimité profonde et jusqu'à l'intimité inconsciente des personnes. Ça peut donc faire ressurgir des émotions extrêmement profondes, issues de refoulements dans l'enfance. Donc, on va tous voir ces phénomènes-là lorsqu'on va voir Freud, mais d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est très intime, la sexualité, et donc ce n'est pas un comportement, disons, banal jusqu'à un certain point. Ça a un certain côté, moi j'irais quasiment jusqu'à dire sacré, ou enfin c'est vraiment le dévoilement de notre propre intimité. Et donc, il faut être en paix avec notre propre intimité, évidemment. Okay, bon. Wullenberger va aussi parler d'autres dangers ou de d'autres difficultés qu'on a vues dans l'histoire pour l'élaboration des éthiques sexuelles.
Et c'est de prendre ce qu'il, lui, va appeler des positions de simplification excessive. Qu'est-ce que c'est des positions de simplification excessive? Ça serait finalement de régler des problèmes complexes avec des solutions simples. Vous savez, les êtres humains, on aime ça, là, hein? Trouver des explications simples à des problèmes complexes, hein? Ça nous sécurise. Et dans l'histoire, on a vu apparaître, par rapport à la sexualité, deux positions que Wunenbarger va considérer comme étant des simplifications excessives. La première, on pourrait la qualifier d'ultralibérale. Bon, lui, il la nomme pas, là, mais c'est ça que c'est quand même. L'ultralibéral, ça serait de dire, essentiellement, on est tous libres. Elle est plus populaire aujourd'hui que jamais, soit dit en passant, cette position-là. On peut faire tout ce qu'on veut, puis tant que ça ne s'oppose pas à la liberté d'autrui et que c'est pas pathologique, là, comme par exemple la pédophilie, ben c'est bien correct. Et là, ça peut avoir de l'air bon, ça, comme éthique sexuelle, mais ça laisse de côté tout l'aspect téléologique. Vous vous souvenez de la téléologie, tout l'aspect d'épanouissement. Parce qu'il y a sans doute des sexualités qui sont plus épanouissantes que d'autres. Par exemple, dans une position ultralibérale, tant qu'on ne violente pas l'animal, par exemple, tant que l'animal n'est pas victime d'un supplice ou de brutalité, hein, parce que là, ça serait bon, discutable pour l'animal, ben, on pourrait considérer que la zoophilie est une simple préférence et l'exercice d'une liberté. Alors, à un moment donné, même quand on parle, par exemple, du sadomasochisme, on va voir que oui, ça peut être consenti, mais ça peut être aussi... on peut se poser des questions aussi autres, là, même si les gens consentent à l'activité. OK? Et donc, ça laisse de côté beaucoup de questions éthiques très importantes pour atteindre l'épanouissement. L'autre qu'on pourrait appeler, qui est l'opposé, qui est la ultra-conservatrice. Et ça, c'est comme les catholiques, là, sont une bonne expression de ça. L'Église catholique a une position ultra-conservatrice. Elle aussi, c'est une position qui est, d'un point de vue éthique, intenable, c'est-à-dire que ces deux positions-là sont fondées essentiellement dans l'ignorance et dans l'absence de réflexion. Essentiellement, c'est pour ça qu'on ne peut même pas dire que c'est vraiment des éthiques à la limite. Mais mettons une morale ultra-conservatrice ou une morale ultra-libérale, on pourrait les appeler comme ça. La morale ultra-conservatrice, c'est une morale qui va simplement dire la seule sexualité qui est bonne, c'est la sexualité procréatrice. Les autres, c'est des déviances. C'est ce qu'ont dit les chrétiens, vous allez voir, pendant de nombreux siècles, avec tous les problèmes que ça a amené, toutes les déviations, les déviances et les problèmes de santé mentale qu'il y a eu avec ce type de position-là, qui est une position qui se fonde, comme la position ultralibérale, essentiellement dans les réflexions et l'ignorance. Okay? Donc, c'est des positions simplificatrices de gens qui ne veulent pas réfléchir. Grosso modo, c'est ça. OK? Maintenant, autre élément qui fait que c'est difficile, c'est qu'il y a une diversité des mœurs sexuelles dans l'histoire et ça peut amener de la confusion. Lui, il parle de la pudeur, de l'intimité, etc., mais on peut prendre n'importe quoi. Quand on va voir l'histoire de la sexualité, on va voir que le sens qui a été donné à la sexualité à travers l'histoire, il est tellement diversifié qu'on peut s'y perdre. Les normes qui sont venues encadrer la sexualité sont extrêmement diversifiées qu'on peut s'y perdre. Et donc, on pourrait croire qu'on est dans le relativisme. Et quand on fait de l'éthique, on essaie quand même de trouver des choses qui ne sont pas relatives tant que ça, donc qui peuvent valoir, en tout cas, la philosophie est un discours qui tend vers l'universalité. On essaie d'arriver à dire des choses de façon suffisamment critique, suffisamment nuancée pour que ça vaille pas mal pour tout le monde. Et donc, là, en sexualité, où on est dans le lieu de la diversité par absolue, ben là, ça peut poser des problèmes. Okay? Donc, ça termine un peu son introduction sur l'éthique sexuelle, la morale sexuelle. Là, on va rentrer dans le développement. C'est une longue introduction, vous avez sans doute remarqué. 4 grandes thématiques. Et déjà là, c'est intéressant, hein? Les thématiques qui touchent l'éthique et la morale sexuelle. Quelles sont-elles? Donc, sur quoi est-ce qu'on peut se questionner lorsqu'on veut se faire une éthique sexuelle? La première question que pose l'auteur dans notre éthique sexuelle, ça serait sur l'importance de la sexualité elle-même, dans le fond, dans la vie.
est-ce que la sexualité doit être elle-même une valeur? Est-ce que c'est important la sexualité? Est-ce que c'est important l'épanouissement sexuel? Est-ce que le plaisir sexuel est important par rapport à d'autres occupations? Jusqu'à quel point? Bon, je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est une question importante à se poser pour se connaître soi-même, mais pour s'assurer aussi qu'on va être heureux dans notre couple. Parce qu'après, imaginez que vous êtes dans un couple, puis là, ben, il y a une personne qui donne beaucoup d'importance à la sexualité, tandis que l'autre personne n'en donne pas du tout. Ben là, ça peut créer des conflits, n'est-ce pas? Bon. Les partenaires de la jouissance sexuelle, ça, c'est avec qui? Il y a dans l'éthique sexuelle un encadrement de qui peut avoir des relations sexuelles avec qui. On ne peut pas avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, disons. Disons ça comme ça. Par exemple, on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec des enfants, on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec nos parents, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent lorsque il y a une attirance ou qu'on ressent une attirance. Des fois, il y a des relations sexuelles qui sont, disons, impossibles comme telles, qui sont moralement condamnables. Dans une éthique sexuelle, c'est important de réfléchir là-dessus. OK? Modalité de l'usage des plaisirs érotiques, ça, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher ce plaisir érotique-là? Okay? Par quel moyen? C'est ça les modalités. Une modalité, c'est un moyen. Comment aller chercher du plaisir? C'est une bonne question. Il y a beaucoup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas là, où on peut réfléchir sur l'éthique. Et finalement, lui, le quatrième, va dire la finalité du plaisir, c'est-à-dire par rapport à d'autres finalités. Et lui, il va surtout parler de l'engagement. OK? Toute la question de l'engagement, là, qui est vraiment une question importante. Est-ce que, par exemple, on doit s'engager dans une relation amoureuse, fidèle, pour avoir une sexualité qui est, disons, pleinement satisfaisante, ou est-ce que, finalement, on serait mieux de multiplier les expériences, etc. Bon, ça, dans l'éthique sexuelle, c'est très important de réfléchir à ce type de questions-là. On va passer quand même assez rapidement sur chacun des faits, puis pendant la classe en ligne, on va regarder le texte aussi, OK? Mais là, on va poser un certain nombre de distinctions, OK? On va aussi clarifier des questions de vocabulaire, parce qu'on va souvent voir ces mots-là plus tard dans le cours. Par rapport à la place de la sexualité dans la vie, ça c'est le premier niveau, la première question qu'il posait. Est-ce que la sexualité, c'est quelque chose d'important? Est-ce que la sexualité, ça doit être une valeur? Là, c'est évidemment, pour chacun, il y a une réponse différente. On dit la philosophie veut une universalité. Oui, je comprends. Mais c'est à chacun de se poser cette question-là, parce qu'il n'y a pas une réponse là, unique à cette question-là, évidemment. Maintenant, il y a des grandes tendances qui peuvent se dessiner. Et il y a deux pôles opposés. Encore une fois, l'auteur, il fonctionne souvent comme ça, là, par pôle opposé. Le premier, ça serait, il appelle ça l'hédonisme, on va l'appeler l'hédonisme sexuel. Et ça serait comme un excès. Donc, ça serait pour lui, on sortirait un peu d'une éthique, éthique sexuelle lorsqu'on tomberait dans l'hédonisme, là. C'est-à-dire, c'est une recherche excessive de plaisir. Donc, on va donner une place extrêmement importante à la sexualité. Depuis toujours, dans les morales sexuelles, l'hédonisme a été toléré pour autant, okay, donc donner beaucoup d'importance à la sexualité, pour autant que ça n'allait pas à l'encontre, on pourrait dire, des responsabilités sociales, etc. Comme par exemple, quelqu'un qui va regarder des films pornographiques pendant 20 heures par jour, parce que ça, c'est un problème de santé mentale qui existe, là. Une paraphilie, là, un problème, une sexualité déviante, ben c'est sûr que oui, il y a peut-être du plaisir, encore là, il faudrait voir, à regarder des films pornographiques, mais si tu donnes tellement de place à la sexualité dans ta vie que, par exemple, ça va à l'encontre de tes autres relations sociales, que ça va à l'encontre de ton travail, que dans le fond, tu vas dépenser toute ta fortune là-dedans, ben on peut dire que là, ça devient problématique au niveau d'une éthique sexuelle. Mais évidemment, il y a des gens qui peuvent donner beaucoup d'importance à la sexualité sans que ça s'oppose
à d'autres occupations ou sans que ça vienne à l'encontre de d'autres occupations, de leurs responsabilités, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. OK? Là, ça dépend des personnes. À l'autre bout, il y a l'ascétisme sexuel. Ça, c'était ce que les catholiques ont prôné, par exemple, pour les prêtres là, ou les membres du clergé. C'est-à-dire un renoncement total au plaisir sexuel au profit de d'autres activités, par exemple des activités plus spirituelles ou le travail dans certains cas aujourd'hui. On sait que le renoncement, l'ascétisme sexuel, il y a des gens qui peuvent vivre avec ça, mais il y a des gens pour qui ça l'amène vraiment des problèmes de santé mentale très importants, donc, et des déviances sexuelles. Donc encore là, il faut se connaître soi-même là, pour décider de la place de la sexualité. Mais l'ascétisme sexuel, ça serait comme faire comme si on n'était pas sexué. Donc, si on a des désirs et qu'on décide d'y renoncer, on n'est plus authentique, on n'est plus soi-même, on est des êtres sexués quand même pour la plupart. Donc, si l'ascétisme sexuel peut peut-être, dans certains cas, pour certaines personnes qui sont exceptionnelles ou hors normes, qui ne sont pas normales dans le sens qui sont différentes des autres ou de la majorité, c'est quelque chose d'envisageable. Pour la grande majorité, l'ascétisme total au niveau sexuel n'est pas synonyme d'une sexualité saine, disons. Okay? Et ça amène souvent d'autres problèmes, entre autres au niveau de la structuration de l'identité, où ça s'associe à d'autres problèmes. On va le voir. On l'a vu, là, par exemple, avec les gens qui avaient une sexualité chez les chrétiens beaucoup trop restrictive et qui n'avaient pas nécessairement le goût. Ben, ça a donné beaucoup de problèmes. Hein? Vous n'êtes pas sans savoir tous les cas de pédophilie, mais des agressions, par exemple, sur les sœurs dans l'Église catholique, il y en a eu plein aussi. Hein? Des cas, l'Église catholique est tout le temps en procès, là, si vous suivez l'actualité, parce qu'elle impose un ascétisme radical à ses prêtres et que ce n'est pas sain pour tout le monde. Okay? Entre les deux, entre l'ascétisme et l'hédonisme, ben, il y a tout un champ de modération possible. Okay? Et là, dans la vie, ça peut changer aussi. On peut passer des moments dans la vie où on est plus ascétique, d'autres qu'on tend plus vers l'ascétisme, d'autres où on tend plus vers l'hédonisme. Ça dépend des partenaires. Mais chose certaine, et je me permets ce commentaire-là, mais c'est important que dans un couple, on ait une sorte d'entente là-dessus ou qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur le même diapason, parce que sinon, c'est la chronique d'un échec annoncé. C'est un couple où, par exemple, quelqu'un valorise beaucoup l'activité sexuelle et l'autre pas du tout. Un tend vers l'hédonisme, l'autre tend vers l'ascétisme, à moins de décider de ne pas être fidèle ou enfin que la personne puisse s'auto-satisfaire. Mais on rentre dans des choses, disons, c'est dangereux, disons. C'est dangereux pour le couple. Okay? Donc, c'est tout ce qu'il dit là, par rapport à la sexualité, là, la place de la sexualité dans la vie. Ça, on va voir ça quand même assez rapidement parce qu'on va regarder on va regarder le devoir, puis tout ça. Puis on va regarder le texte pendant la classe en ligne. Mais par rapport aux partenaires sexuels, il y a plusieurs arguments que propose l'auteur. On va les regarder rapidement les uns après les autres. Habituellement, je fais ça de façon un petit peu plus, je dirais, dynamique avec la classe. C'est pour ça qu'on va revenir en classe en ligne. Là, mais il va, par exemple, comparer la masturbation d'abord à l'amour hétérosexuel et il va considérer, à juste titre, d'après moi, que la masturbation est une sexualité qui est, disons, moins positive ou moins épanouissante que l'amour avec partenaire. D'ailleurs, on pourrait dire, excusez-moi, j'ai changé là. On pourrait dire même que l'amour est homosexuel et que l'amour hétérosexuel. Pourquoi? Parce que la sexualité, pour lui, ça devrait être une manifestation d'amour, première des choses. Là, on est dans la téléologie, là. Une des valeurs téléologiques très importantes, c'est que faire l'amour, c'est manifester de l'amour pour l'autre. Alors, dans la masturbation, évidemment, tu te satisfais toi-même, donc tu te prives d'une relation avec l'autre, et donc c'est moins riche comme relation. Aussi, il va parler aussi que c'est moins bon pour une structuration saine de l'identité. Il appelle ça la construction personnelle, la construction de la personne à la fin de son texte. Mais il va dire que quelqu'un qui se masturbe et que ça devient, disons, sa sexualité de prédilection, il tombe dans une espèce de narcissisme là, hein, ou un égocentrisme. Il apprend à simplement penser à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il condamne la masturbation. Il n'y a rien à condamner ou à interdire là-dedans.
Mais sur le plan de la téléologie et non de la déontologie, ben, il faut comprendre que la masturbation n'est pas l'équivalent d'une relation avec un autre partenaire où on est confronté à l'autre et où on peut vraiment exprimer de l'amour. C'est essentiellement ce qu'il va dire. Ensuite, il va considérer, il va dire, pas selon lui, mais que dans l'histoire et encore aujourd'hui, l'amour, il va comparer, quand il compare l'amour hétérosexuel à l'amour homosexuel, il va dire que souvent dans l'histoire, on a considéré l'amour hétérosexuel comme supérieur à l'homosexualité. Pourquoi? D'abord parce qu'elle donnait une capacité de procréation et aussi qu'elle amenait une relation plus complémentaire, disons, non seulement entre les corps, qui sont faits, on pourrait dire, sexuellement l'un pour l'autre, là, mais aussi au niveau de l'identité, être confronté à l'autre genre, on l'a vu, hein, on est sexué dans toutes nos cellules et ça a un impact, la biologie, sur aussi l'identité puis sur le genre, même si on n'est pas dans une logique binaire là, dans ce cours, ça a quand même un impact. Et donc, il y aurait une meilleure structuration de l'identité dans la relation hétérosexuelle. Ça, cet argument-là, fortement critiqué, d'ailleurs, il ne lui donne pas tellement de poids. Parce que quand il va parler de l'homosexualité, il va dire, ben, tant qu'il y a de l'amour, un amour consenti entre adultes, ben, on est dans une relation qui donne du plaisir. Là. Bon, recherche de... Même si on a souvent considéré, il va dire que c'est une relation sexuelle de compensation, l'homosexualité. Par exemple, tu sais, mettons, tu te retrouves en prison, il y a juste des hommes, tu es là 25 ans, ça se peut que tu développes des tendances homosexuelles. Enfin, pour lui, tant que c'est libre, qu'il y a de l'amour, etc., il n'y a pas de problème avec cette relation-là, même si elle a été souvent dans l'histoire vue assez mal, c'est-à-dire au moins inférieure à la relation hétérosexuelle. Lui, il parle après de la pédérastie, là, mais nous, on va appeler ça de la pédophilie. La pédérastie, c'est autre chose. Hein? Bon, c'est une institution grecque. On va voir ça quand on va arriver dans l'histoire. Mais là, lui, vous allez voir dans son texte, il prend le mot pédérastie, puis c'est pas le bon mot. Il aurait dû prendre pédophilie avec ce qu'il dit après. La pédophilie, c'est d'avoir des relations sexuelles avec un enfant. Évidemment, c'est tout à fait inacceptable dans toute éthique sexuelle. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas la liberté et la capacité de consentement. L'enfant n'a pas la capacité de consentir. Et puis, ça nuit à sa liberté, à l'enfant, à sa dignité, et ça nuit à long terme à la structuration saine de son identité personnelle et sexuelle. Donc, il n'y a rien qui justifie la pédophilie, c'est simplement de l'égocentrisme. C'est une personne qui, pour son plaisir personnel, va abuser d'un enfant d'une certaine façon, parce que c'est toujours une forme d'abus selon lui. Et je pense que ça, dans pas mal toute éthique, on s'entend là-dessus. Même si vous savez que dans certaines cultures, les jeunes filles sont mariées à l'âge de 8-9 ans, 10 ans. En tout cas, dans certaines cultures, aussitôt qu'ils ont leurs règles, leurs maris peuvent coucher avec. Donc, il y a des cultures, je ne vais pas les nommer, mais vous pouvez faire vos recherches, là, où, d'une certaine façon, c'est ce on appellerait une institutionnalisation de la pédophilie, hein, n'est-ce pas? Donc, ça serait, pour lui, dans une éthique sexuelle, ça serait tout à fait inacceptable. Ce serait une morale sexuelle qui serait contre l'éthique sexuelle. Zoophilie, ben d'ailleurs, au Canada, on n'a pas le droit de marier quelqu'un comme ça. Puis, enfin, vous voyez un peu. Zoophilie, bon, évidemment, ça se prive d'une relation avec un partenaire. Hein. Il n'y a pas de partenaire. Le partenaire, c'est un animal. Donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, l'amour de ton animal, c'est pas l'amour d'un autre. Donc, il n'y a pas d'égalité. L'animal aussi, ben, on peut lui faire mal. Donc, c'est sûr que s'il y a de la cruauté envers les animaux, l'animal qui devient juste comme un objet dont on abuse, ça va pas. Mais admettons que l'animal n'a pas de déplaisir. Par exemple, l'animal qui lèche, par exemple, les organes génitaux. Il y a des gens, c'est assez connu, là, les femmes qui se mettraient, par exemple, du beurre de pinot sur les seins, sur la vulve, puis là, ben, regarde, le chien qui va les lécher, pardon. Ben, bon. Le chien, il vit pas de la cruauté, là, mais même là, pour la dignité de la femme, c'est que là, elle se donne dans son intimité à un animal qui devient comme juste un objet pour elle, pour aller chercher du plaisir. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de débat à savoir est-ce que la zoophilie est une
une activité sexuelle saine et épanouissante et la meilleure possible. Non, c'est sûr que c'est pas un comportement préférable. Les débats qui entourent la pédophilie, c'est doit-on interdire toute forme de pédophilie, pas de pédophilie d'ailleurs, pardon, de zoophilie. Doit-on interdire toute forme de zoophilie? Ça, c'est des grandes questions que vous pouvez vous poser. On doit interdire de la zoophilie qui mènerait à de la cruauté envers les animaux, donc une souffrance de l'animal, là, par exemple, une pénétration, bon, d'un animal qui lui le ferait souffrir. Là. Mais une zoophilie qui n'amènerait pas de souffrance à l'animal, est-ce qu'on devrait l'interdire et au nom de quoi? Et là, on est devant vraiment là, des questions difficiles parce qu'on n'a pas tant de raisons que ça de l'interdire. Mais sauf que dire, il faut protéger la personne contre elle-même. Enfin, c'était comme un crime. Ce serait comme un petit peu un crime sans victime, voyez-vous. Donc, ce qui n'est pas le cas dans l'inceste, où on a clairement une victime qui est l'enfant. Bon, là, il y a beaucoup de choses sur l'inceste. Là. Bon, au niveau purement génétique, ça pose un problème lorsqu'il y a des enfants. Maintenant, il n'y a pas toujours des enfants. Puis, donc, toute la question de ce qui est la plus importante dans l'inceste, c'est est-ce qu'il y a de la liberté? L'enfant, il n'est pas libre de dire non à son parent. Pour la structuration de l'identité de l'enfant, c'est la pire chose. Maintenant, toute la question, et on va en parler en classe en ligne, c'est qu'est-ce qui arrive quand on a deux adultes? Là, deux adultes consentants qui ne veulent pas d'enfants. Là, on dit, mais c'est complètement tordu. Oui, mais est-ce qu'on devrait interdire? Parce que là, c'est interdit. On va-tu les envoyer en prison? Il y a des cas où on les envoie en prison et ils continuent. En tout cas, une chose très intéressante dans le texte, on ne retrouve pas toute la question des relations de pouvoir et d'autorité. Et aujourd'hui, tout le mouvement MeToo, tout ça. Il y a beaucoup d'hommes là, qui, lorsqu'ils étaient en autorité sur des femmes, se sentaient aussi autorisés à, disons, utiliser leur corps ou bien faire, disons, des échanges. Aussitôt qu'il y a des abus de ce genre-là, on n'accepte pas. Donc, par exemple, le professeur ne peut pas, il ne peut plus, parce que je vais vous dire quelque chose, ça se passait dans les années 80, ça, là. Un professeur de cégep ne peut pas avoir des relations sexuelles avec ses étudiants et ses étudiantes, là. C'est tout à fait inadmissible. Un psychologue ne peut pas avoir de relations sexuelles avec ses clients. Un médecin non plus, un dentiste non plus. Aussitôt qu'on a une relation d'autorité, on met une limite pour ne pas qu'il y ait d'abus de pouvoir. Et si on allait tout dans la question, une autre chose qu'on aurait pu dire, sans être dans la pédérastie ou la pédophilie, là, quand il y a une grosse différence d'âge, mais ça se peut qu'il y ait de l'abus, vous comprenez? De tous les côtés. Donc, par exemple, aussitôt qu'il y a de l'abus d'un partenaire, parce que relation de pouvoir, d'autorité, on aurait pu marquer, tu sais, mettons, un qui est très, très riche, là, tu sais, une madame un peu jeune, popoune, qui va avec un vieillard en espérant d'avoir son héritage et tout ça. Là où il y a le plus de fraude, là, au Canada, c'est une fraude de nature sexuelle. C'est des gens, par exemple, qui vont dans certains pays, par exemple à Cuba. C'est un cas parmi d'autres, là, mais... Et là, rencontre, mettons, une madame là, d'un certain âge qui rencontre un homme très beau, etc. Hein, puis là, c'est l'amour de ma vie. Puis là, on va se marier. Ils reviennent ici, se marient. Elle assigne un papier pour assurer, disons, son maintien économique. Là, c'est-à-dire qu'elle paye pour lui pendant un an. Puis aussitôt que ça s'est signé, le gars, il a sa citoyenneté. Il est payé pendant un an au Canada. Puis, vous comprenez, c'est une fraude, ça, mais... Vous savez, la sexualité, ça peut être utilisé pour aller soutirer des avantages à quelqu'un. Vous comprenez? Et ça, c'est toujours, dans une éthique sexuelle, c'est jamais correct. Parce qu'on abuse de la liberté d'autrui. On ment, vous comprenez? Pour aller chercher un attirant. Fait que là, on ne respecte pas la dignité. Vous comprenez? Ce qui nous amène aux modalités, modalités de l'usage des plaisirs érotiques. Là, on a plusieurs cas, le viol, la violence sexuelle, le sadomasochisme, etc. J'ai marqué les valeurs. Le viol, évidemment, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus dans une éthique sexuelle. Il n'y a pas de consentement.
Il n'y a pas de respect de la liberté, il n'y a pas de respect de la dignité. Le viol est toujours quelque chose de condamnable dans toute éthique, j'en ai déjà parlé. Maintenant, si on compare le viol à la violence sexuelle comme telle, par exemple dans le sadomasochisme, il y a de la violence sexuelle institutionnelle, comme dans certaines sociétés. Par exemple, quand tu es marié, là, par exemple, dans le cadre du mariage, c'était le cas au Québec dans les années 60, avant la réforme du droit de la famille. L'homme, il ne pouvait pas violer sa femme. C'était impossible parce que sa femme, elle lui devait la sexualité. C'était son devoir. Fait. Si elle ne voulait pas, c'était son droit. Vous comprenez? Une femme mariée ne pouvait pas accuser son mari en cours de viol. C'était en droit, on appelle ça un non-lieu. Voyons, tu peux pas, c'est ton mari. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein? Il peut y avoir du viol à l'intérieur du mariage. Il y a beaucoup de sociétés où c'est encore comme ça. OK? Donc, c'est comme. Et lui va dire, ben, la violence sexuelle dans les sociétés machistes, c'est des sociétés où l'homme domine la femme, l'homme s'autorise à exercer de la violence sur la femme, ben, ça va à l'encontre de la dignité et de l'égalité entre les genres et de la dignité des personnes. Et on voit cette violence sexuelle-là dans nos sociétés beaucoup dans la pornographie. Et donc, on a une réflexion à faire en disant, ben, c'est une sexualité qui souvent érotise la violence et la domination violente de l'homme sur la femme. Je veux dire, il y a beaucoup, et ça l'a fait beaucoup jaser là, avec Pornhub là, dernièrement, là, toute la question de la présentation de vidéos qui sont des viols. Là, je comprends, il y a des gens qui peuvent être excités de ça, mais... Dans le sadomasochisme, là, il y a quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a un consentement. Il y a de la liberté. Les personnes ont du plaisir. Donc, on ne peut pas le condamner de la même façon que la violence sexuelle puis le viol. Mais, donc il y a une différence. Mais, encore une fois, il y a une question de dignité. Parce que qu'est-ce qui te fait jouir? Quand tu as besoin pour jouir d'être humilié, je veux dire, il y a quelque chose, tu peux quand même t'approfondir puis te poser des questions. Pourquoi? Puis est-ce que c'est vraiment comme ça que tu peux être le plus épanoui? Même si ça serait pas nécessairement raisonnable. Et là, il y a tous des niveaux. Hein, dans le sadomasochisme, là, il y a des niveaux. Là. Mais mettons, à Gatineau, il y a quelques années, il y a une femme qui est morte. Le gars, il a dit, ouais, mais elle était consentante. Ouais, mais jusqu'où, là? On peut consentir. On ne consent pas à une violence qui nous fait tuer, qui nous fait mourir, quand même. Donc, il y a toutes des questions à se poser, quand même, sur le sadomasochisme, sur les limites. Dans des pratiques sadomasochistes saines, il y a une discussion sur les limites, évidemment, parce que jusqu'où on consent. On l'a vu, là, dans la sexualité, il y a des émotions, etc. Donc, on peut aller au-delà. Vous comprenez? Donc, beaucoup de questions à se poser là-dessus. Amour vénal, prostitution. Donc, est-ce qu'on peut payer pour avoir du plaisir sexuel? Donc, tu vas avoir une prostituée, tu te gardes, fais ci, fais ça, fais ça. Évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser sur l'égalité, là, parce que c'est surtout des femmes qui font ça. Mais lui, il va dire qu'il y a deux types de prostitution. Il y a une prostitution qui est issue d'une violence indirecte, soit de la société comme totalité, c'est-à-dire que la société comme telle fait en sorte que des femmes, pour vivre, ont besoin de se prostituer alors que ça ne leur tente pas vraiment. Mais pour lui, pour ça, c'est tout à fait inacceptable au nom de la dignité, de la liberté, de l'égalité, du consentement, etc. Il y a même des types de prostitution où les femmes ne sont pas du tout consentantes. Ils sont pris dans des trafics humains. Et le trafic humain, les gangs de rue, ils ne demandent pas le consentement. Là. Ils sont enfermés, puis c'est des sujets sexuels. C'est du viol collectif et répétitif. C'est le mal absolu, ça, là. C'est absolument inadmissible, là. Vous comprenez? Là, ça n'a pas d'allure. Maintenant, qu'en est-il d'une prostitution qui serait vraiment librement consentie? Est-ce que ça se peut? Alors là, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et même les féministes sont divisés. Il fut un temps où, par exemple, les organismes défendant les femmes au Québec, là, voyons, le Conseil du statut de la femme disait non, toute
prostitution est une violence indirecte ou directe et c'est toujours mal. Tandis qu'aujourd'hui, on dit, ouais, ils ont changé de position. Donc, vous voyez que même à l'intérieur là, du mouvement féministe, il y a des féministes qui sont d'accord avec une certaine forme de prostitution lorsqu'elle est librement choisie, consentie par des femmes qui veulent exprimer quelque chose à travers ça et qui vont échanger leur corps, en tout cas des services sexuels. Et il y en a même qui vont dire, c'est pas dans le texte, mais que ça peut même être bon, là, même si, par exemple, c'est des handicapés, par exemple, là, ou des gens qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, donc, est-ce que ça peut pas être une sorte de travail social? Il y en a qui vont même jusque-là pour la prostitution. Donc, beaucoup d'enjeux par rapport à la prostitution. Mais évidemment, la prostitution, c'est pas la sexualité qui est préférable. On se demande surtout, là, est-ce qu'elle doit être légalisée? Parce que c'est sûr que la prostitution, il n'y a personne qui va recommander à sa fille de devenir prostituée, là, de façon générale, personne de sensé, là, OK? Mais est-ce que ça doit être interdit? Ben là, il y a énormément de débats là-dessus. Et les lois d'un pays à l'autre changent, etc. Puis même dans notre propre pays, ça change constamment, là. On va voir ça lorsqu'on va voir plus les questions légales liées à la prostitution, à la sexualité un peu plus tard dans le cours. Responsabilité face aux conséquences. C'est encore une fois, oui, avoir du plaisir, mais quelles sont les conséquences? Encore une fois, là, ici, il y a la liberté, oui, il faut que les gens soient d'accord, mais aussi le consentement. Comment ça se fait? Oups, non, c'est pas ça. Là, en tout cas, non, excusez-moi. Je vais juste faire. Oh, comme ça. OK. OK. Je pense que je suis correct. Donc, au niveau de ça, quelles sont les conséquences possibles à la grossesse? Est-ce qu'on veut avoir un enfant? Est-ce qu'on pratique l'avortement constamment? Tout l'avortement, c'est un enjeu très important encore en éthique sexuelle, même pour sa légalisation. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont contre la légalisation de l'avortement dans le monde. C'est clair. Là. OK, donc il y a des enjeux là-dessus. Mais aussi toute la question des impacts de la relation sexuelle sur la relation. Par exemple, une relation sexuelle entre deux amis, ça peut avoir des impacts, c'est-à-dire que ça peut briser l'amitié, ça peut amener quelque chose qu'on ne voulait pas avoir dans l'amitié. Mais aussi, si on a des maladies transmissibles sexuellement, il faut le dire, c'est notre responsabilité, donc on a une sagesse à acquérir par rapport aux conséquences de nos actes sexuels comme tels. OK? Est-ce qu'on est prudent pour notre santé, pour la santé des autres, etc. Et on peut même être accusé comme, au criminel là, lorsqu'on ne fait pas attention à ça. Qu'est-ce que la sexualité polymorphe? Sexualité polymorphe, c'est essentiellement la sexualité orale et anale. Donc, anale et orale, aller chercher du plaisir sexuel, pas juste avec un coït, mais en faisant du corps une entité qui jouit comme totalité. Donc, oral, anal, mais les caresses partout, etc. Pour lui, elle est préférable si elle est librement consentie, évidemment. Sinon, ça serait une sexualité purement simplifiée. Là, comme une sexualité est beaucoup plus satisfaisante lorsqu'elle engage tout le corps et une multiplicité de zones érogènes que lorsqu'elle est une sexualité purement reproductive. Là, ça serait vraiment là, une sexualité, c'est un peu pauvre. La pauvreté d'une sexualité, c'est un peu ça. Mais évidemment, ça peut poser dans une éthique sexuelle beaucoup de problèmes parce que est-ce que c'est consenti, la sexualité orale, la sexualité anale, il faut que ça soit consenti. Et il y en a qui peuvent avoir des dégoûts, des aversions dans le couple, etc. Donc, ça peut poser toutes sortes de problèmes sur le plan éthique. Si c'est pas consenti, ça devient vraiment comme presque quelque chose qui est inacceptable d'un certain point de vue. Autre élément dont il n'a pas parlé parce que c'est en 2004, l'utilisation de la pornographie, des technologies. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir avec la technologie des vidéos en 3 dimensions avec une machine qui vous masturbe, etc. Ça commence, ça devient fou, là. Hein? Est-ce que c'est acceptable d'utiliser ça, ces technologies-là? Est-ce que, au fond, c'est bien?
Et est-ce que, par exemple, moi, je sais pas, dans le cadre d'un couple, là, il y a toutes des questions à se dire, ben, est-ce qu'on met de la pornographie pendant nos relations sexuelles? Il paraît que c'est très populaire. Il y a des questions à se poser. OK? Il y a des questions à se poser là-dessus. OK? Maintenant, on va finir avec la dernière catégorie, la finalité du plaisir par rapport à d'autres choses, en particulier l'engagement. Là encore, on a encore là, un peu l'opposé. Ben, la première chose, ça serait de vivre une sexualité finalement sans engagement. Donc, toujours multiplier les partenaires au fil de la vie. Ça, on sait que c'est pas l'idéal pour une structuration saine de l'identité parce qu'on ne construit rien. On ne construit rien, on est toujours à la découverte, c'est beau être toujours à la découverte, mais finalement, ça devient souvent vide de sens. Et on va voir que c'est un gros problème dans ma génération et votre génération, on partage ça. C'est que c'est un problème, beaucoup l'engagement après la révolution sexuelle et ça a amené beaucoup à un vide de sens dans la sexualité. Ça peut même aller jusqu'au donjuanisme ou à la nymphomanie, qui sont ça des troubles de l'identité sexuelle, c'est-à-dire des gens qui cherchent de façon compulsive à avoir de multiples relations sexuelles. Ça peut aller avec 2-3 par jour avec des partenaires différents. C'est un hédonisme un peu débridé, là, excessif, et qui amène beaucoup de souffrance aux personnes aussi. Là. C'est un problème psychologique. Là. OK, bon, ça c'est l'excessif. L'autre, à l'opposé, ça serait un mariage avec une fidélité totale et absolue ou une sexualité qui serait dans un projet conjugal. L'auteur va dire que la plupart des gens, sur le plan factuel en 2004, mais c'est encore le cas aujourd'hui, ont une sexualité dans le cadre d'un projet, de couple, mais qu'ils se permettent des infidélités une fois de temps en temps. Est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est acceptable, etc. Il y a beaucoup d'autres choses là, qu'on n'a pas vues là-dedans. Là, par exemple, l'échangisme. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie un peu de ça. Là. Est-ce qu'un couple, est-ce que c'est bien l'échangisme? Parce que ça peut être. Il faut s'informer, là, mais bon. OK. On va avoir une grosse section uniquement là-dessus sur la fidélité, l'engagement, le contrat amoureux, etc. Là, on va avoir un cours complet donc sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle? Moi, je suis un partisan de la fidélité amoureuse, là, mais, dans mon éthique personnelle. Mais, je veux dire, je peux concevoir qu'il y a des gens qui ne croient pas ça, là, évidemment. Okay? Si on conclut ce un peu trop long vidéo, vous pouvez toujours l'arrêter, évidemment. C'est que il y a des valeurs dans une éthique sexuelle qui sont très importantes. Par exemple, le consentement mutuel, toujours essentiel pour éviter la violence, le viol, la pédophilie, etc. Évidemment, c'est une valeur qui relève c'est pour la déontologie. Okay? C'est essentiel. Pour la préservation de la liberté et de la dignité des personnes. La liberté qui est liée au consentement, okay? La liberté, c'est déontologique aussi. Okay? C'est-à-dire qu'il faut respecter la liberté et les limites du partenaire. Toujours. Si le partenaire ne veut pas telle pratique sexuelle, on ne peut pas avoir telle pratique sexuelle dans une éthique sexuelle, c'est sûr. Okay? Maintenant, lorsqu'il y a consentement et liberté, on rentre dans un monde d'exploration avec le partenaire. Okay? Désir réciproque, bien évidemment, désir réciproque, je n'en ai pas parlé, mais dans plusieurs cas, par exemple, ça intervient. Par exemple, je ne sais pas moi, la zoophilie, il n'y a pas vraiment de désir réciproque. La pédophilie, il n'y a pas de désir réciproque. La prostitution, il n'y a pas nécessairement de désir réciproque non plus. Donc, lorsque le désir n'est pas là, c'est pas une super relation. Là. Et ça, c'est au-delà du consentement. Là. Quelqu'un peut donner son consentement sans désirer. Bien, idéalement, il faudrait que les deux désirent pour avoir une véritable rencontre. La dignité, le respect de la dignité de l'autre, ben là, ça intervient dans plusieurs jugements. Là. La responsabilité, parfois c'est déontologique, parfois c'est simplement préférable. Tu dis, ben, moi,
Par exemple, tu as une relation sexuelle avec ton ami, juste parce que ça te tente ce soir-là, mais l'autre personne, elle pense que, oh, là, vous allez former un couple, mais tout, c'est juste pour le fun, mais ça peut avoir des conséquences, mais ça peut pas être interdit, ça. Mais au niveau, par exemple, si tu as le sida, puis tu le dis pas à tes partenaires, puis tu te mets pas de contraceptif, ben là c'est un crime, ça. OK? Donc, dépendamment de la responsabilité, il y a une responsabilité qui vient avec la sexualité. Ben, des fois, c'est déontologique, des fois, c'est téléologique. Construction de l'identité, c'est ce que j'ai appelé la structuration saine de l'identité personnelle. Très important. Et ce, parfois, c'est déontologique. Par exemple, si on a affaire à l'inceste, par exemple. Parfois, c'est téléologique. Lorsque il y a des comportements qui, au fond, par exemple, je sais pas moi, le dungeonisme là, ou la nymphomanie, c'est pas interdit. Là. C'est pas interdit, mais c'est une pathologie. C'est une sexualité qui est déviante, puis qui va amener à moyen et long terme des souffrances importantes à la personne. L'amour, c'est téléologique. Pour lui, il va dire que c'est le fondement de la relation saine en matière de sexualité, mais ça ne peut pas être obligé. On ne va pas obliger les gens à s'aimer avant d'avoir des relations sexuelles, mais ça devrait être quand même une valeur importante. D'autres valeurs et normes importantes, la fidélité, le plaisir, la modération, et on pourrait en trouver d'autres. Donc, il y en a évidemment plusieurs autres, mais ce sont des valeurs qui interviennent dans la morale et dans l'éthique sexuelle et qui nous permettent une réflexion sur plusieurs sujets. On a fait un peu un tour d'horizon des sujets qu'on va voir, qu'on va pouvoir aborder, mais il y en a bien d'autres et c'est au cours de la session qu'on va les explorer. Merci, au revoir.